passez devant un rayon et là, votre téléphone bip pour vous signaler une promotion. C'est un test grandeur nature. Voici peut-être les courses du futur. Jouer sur la désirabilité, comme ils avaient fait pour le vaccin. Je suis désolée, on n'a plus de vaccin sur le département de la Mayenne. On a un business plan très clair. 1. Pas de vaccin. 2. Épidémie mondiale. 3. Le médoc arrive en retard. Mais pourquoi les médicaments arrivent en retard? C'est dans le business plan. Ouais, c'est génial, quand il y a des morts en pagaille, on vend les médocs le prix qu'on veut. Mais ils ont envie de se faire vacciner. En plein milieu du rayon, recevoir une promotion personnalisée directement sur son téléphone. Au moment de passer devant les compotes, une promotion s'affiche sur son téléphone. C'est bien, c'est comme ça au moins ça nous évite de chercher... c'est bien. Une technologie qui utilise toutes les informations présentes sur votre carte de fidélité. Mr. Stubblefield, you wanted to know every time Mr. Jensen tried to use his credit card? Yes, and? He tried twice today to cash a check and 3 times to use his credit card. Here's a list of the places. Let me say that we have been highly effective in conditioning the people's minds to accept our solution to the world's problems. It is important that you, as world leaders, keep our program before your countrymen. With our World Bank and computer program operational, we now have the capacity to control the financial affairs of every human being on Earth by giving each person his own computer number. Anytime his number is used, we would know his financial situation at once. He could not buy or sell anything without his computer number. I've had such a number imprinted on myself. Once this number is imprinted, it cannot be lost nor can it be changed. Votre profil, votre âge, votre sexe et surtout tous les produits que vous achetez. Le supermarché est capable de vous localiser et de vous proposer les produits susceptibles de vous intéresser. Ça me plaît. Non, ça me dérange pas du tout. Une option pour le client, donc c'est lui qui va décider ou pas de l'activer. Le libre arbitre. Vous êtes toujours libre de consentir ou non à vous faire entuber. Des fonctionnalités 2.0. Les États-Unis le testent déjà depuis bien longtemps et déploient en ce moment des caddies connectés. Bonjour à tous, je vais vous lire la première partie de mon résumé en français de l'ouvrage Mind Control in the United States, Subliminal Programming of the Masses, 1985, de Steve Jacobson, donc Contrôle de l'esprit aux États-Unis, Programmation subliminale des masses, avec une préface d'Anthony Cyril Sutton, ce qui est toujours gage de sérieux. Je commence. La vérité est souvent exactement le contraire de ce que l'on croit généralement. Jean de la Bruyère, 1645-1696. Le contrôle mental aux États-Unis n'est pas une fiction, mais une réalité technique orchestrée. Stephen Jacobson, technicien de cinéma, révèle que la perception subliminale est un processus délibéré permettant d'influencer les individus à leur insu. La protection contre cette manipulation repose exclusivement sur la compréhension de ces mécanismes. L'esprit humain est la cible d'une ingénierie psychologique visant à priver les citoyens de leur liberté de penser, un constat qui s'applique désormais au monde dit libre et non plus seulement au régime totalitaire. Le principe fondamental est la capture de l'esprit pour diriger le corps. La programmation mentale s'appuie sur 2 piliers, la distraction et la répétition. La distraction s'adresse au sens pour suspendre le jugement critique de l'esprit conscient, typiquement les shorts, les vidéos de moins d'1 minute 30 sur TikTok ou YouTube, petite parenthèse. Donc suspendre le jugement critique de l'esprit conscient situé dans le cerveau gauche est lié à la logique. Ce procédé plonge l'individu dans un état de réceptivité similaire à la rêverie ou à l'hypnose. D'ailleurs, ça fait un très bon lien avec ce que j'ai remarqué aujourd'hui, j'en ai filmé. Maintenant, dans un short sur 3 sur YouTube, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces images incorporées sur la droite? En fait, l'écran d'un short qui est déjà pas grand est divisé quasiment en 2. Et à droite, c'est une putain de pub pour une marque. J'ai vu des trucs Nutella, j'ai vu des trucs pour d'autres marques qui sont incrustés carrément dans la vidéo. Donc voilà pour qui vous prend ce genre de plateforme, pour des vaches à lait, des consommateurs. En fait, on vous oblige à visionner directement la pub pendant que vous regardez la moitié du contenu dans la même vidéo. D'accord ? Je vais essayer de vous mettre ça.
Donc une fois votre garde baissée, le subconscient, logé dans le cerveau droit et siège des émotions et de l'intuition, devient une cible ouverte. Contrairement à l'esprit conscient qui évalue, accepte ou rejette, le subconscient fonctionne comme un ordinateur. Il traite et exécute les données reçues sans jamais corriger les erreurs de contenu. La répétition vient ensuite ancrer ces messages de manière indélébile, transformant l'acceptation d'une idée en un réflexe conditionné. Les médias de masse, le cinéma et la musique servent de vecteurs principaux à cette ingénierie. L'auteur cite l'exemple du film L'Exorciste, produit par William Peter Blatty, un ancien agent de la CIA spécialisé dans les manipulations psychologiques. Ce lien souligne l'implication directe des services de renseignement dans l'expérimentation de techniques de communication subliminale sur le grand public. Ces méthodes visent à générer des états de conscience altérés ou des émotions intenses pour contourner la rationalité des spectateurs. Cette manipulation émane de l'élite de l'establishment, incluant le Council on Foreign Relations, le CFR, et le groupe Bilderberg. Ces groupes utilisent le contrôle mental pour éroder les libertés constitutionnelles et instaurer un cadre social orwellien. L'univers de George Orwell est déjà une réalité aux États-Unis, dissimulé par un conditionnement qui empêche les citoyens de percevoir leur propre asservissement. Les présidents successifs, ainsi que les grandes agences de publicité, participent à cette vaste entreprise de déception. En projetant des images de violence et de chaos, les médias créent un trouble intérieur chez les citoyens. Donc voilà la réponse à la question que beaucoup de gens se posaient depuis les années 60-70, toute cette violence dans le cinéma, etc. Bah voilà, c'est pour ça. Créer un trouble intérieur chez le citoyen, facilitant la gestion des masses par une élite qui se présente comme le seul rempart contre l'instabilité qu'elle a elle-même générée. Donc on introduit du chaos dans les fictions pour ensuite, dans la vraie vie, rétablir l'ordre. D'accord. L'éducation est également détournée pour devenir un outil de propagande où la pression sociale et la confiance aveugle envers l'institution forcent l'acceptation de concepts non vérifiés. La solution réside dans le développement d'un scepticisme aigu et la recherche active de la vérité. Alors, petite parenthèse, ça va être de plus en plus le cas, avec les deep swaps dont je vous parle depuis maintenant presque 10 ans, même avant que ChatGPT n'arrive, je vous en parlais déjà, si vous vous souvenez bien. Et donc, on arrive quasiment à faire des vidéos d'un réalisme tel que ce sera quasiment indiscernable de la réalité, donc il va falloir encore plus être à la recherche active de la vérité. Comprendre que les techniques utilisées pour asservir l'esprit sont les mêmes que celles qui peuvent le libérer est essentiel pour restaurer la souveraineté individuelle. La vérité est souvent l'exact contraire des croyances populaires entretenues par le système. Donc, cette phrase que j'ai résumée, comprendre que les techniques utilisées pour asservir l'esprit sont les mêmes que celles qui peuvent le libérer, ça me fait penser au bouquin de Frank Godard, notamment sur les 8 circuits de conscience, etc. Il a tout à fait compris ça. Le pouvoir de la musique et des médias audiovisuels constitue le cœur de l'arsenal de manipulation décrit par Steven Jacobson. La musique n'est pas qu'un divertissement. Elle agit directement sur la chimie corporelle, la tension artérielle et le système nerveux. En utilisant des fréquences infrasonores ou des basses puissantes, les producteurs peuvent influencer les organes internes et la glande pituitaire liée aux réponses sexuelles. Jimi Hendrix soulignait lui-même que la musique permet d'hypnotiser un public pour prêcher directement à son subconscient. Des techniques comme le backward masking, les messages inversés, popularisés par les Beatles, montrent que l'esprit traite des informations que la conscience ne perçoit pas. Lorsque les paroles sont inaudibles ou masquées, le jugement critique est court-circuité et le message est accepté sans résistance. Un petit peu comme ce qui avait marqué sur l'échec. J'avais fait cette découverte il y a une dizaine d'années, en zoomant, en ouvrant un scan d'un chèque qui était à 700 ou 800% de zoom, et je m'apercevais que les lignes sur lesquelles on marquait les montants en chiffres et en lettres, et là où il y a la signature, il y avait marqué, c'était une phrase en fait, c'est quasiment subliminal: l'Europe ne se construira pas en un jour, mais en des actions répétées, blablabla, blablabla. Et en fait, on donnait subliminalement notre consentement à chaque fois qu'on signait un chèque. Et comme par hasard, là maintenant, ils veulent faire disparaître le chèque. C'est très rare qu'on en utilise maintenant. On vous regarde toujours avec un air ahuri, alors que c'est un moyen légal, comme tous les autres, de paiement. D'ailleurs, c'est interdit de refuser un chèque, mais tout le monde le fait. Je continue.
Lorsque les paroles donc dans la musique sont inaudibles ou masquées, le jugement critique est court-circuité. Voilà. La télévision et le cinéma fonctionnent sur des principes similaires en induisant des états de conscience altérés. Le scintillement de l'écran et le rythme régulier des voix créent un état hypnotique proche de la rêverie, rendant le spectateur extrêmement suggestible. Les messages subliminaux, qu'ils soient visuels, comme sur le chèque, ou des images flashées à 1/3 millième de seconde dans un film, ou sonores, messages à peine audibles, sont enregistrés par le cerveau et peuvent influencer le comportement futur, comme l'ont montré des expériences de la BBC ou des tests marketing augmentant les ventes de produits. Le film L'Exorciste est un cas d'école. L'utilisation d'images subliminales de masques mortuaires et de sons de porcs égorgés a provoqué des réactions physiques violentes, évanouissements, nausées chez les spectateurs. Jacobson rappelle que le producteur du film était un ancien expert en guerre psychologique de la CIA, d'accord, soulignant la porosité entre les services de renseignement et l'industrie du divertissement. À ce propos, comme j'avais dit c'était en 2017, sur l'ancien site de la CIA, il y avait une page que je vous avais traduite. La CIA disait elle-même qu'ils avaient des headquarters, donc des sections qui sont directement en lien avec l'industrie du film d'Hollywood, et qu'ils peuvent fournir du matériel militaire ou autre si ils sont mis un petit peu à l'honneur dans un film, et ils peuvent fournir tout type de moyens dans des films, et ils sont ravis de le faire, c'est ce qu'ils disaient. Je continue. L'auteur démontre également que l'image animée est une construction malléable. Le montage permet de fabriquer de toutes pièces la réalité ou de discréditer des personnalités en manipulant les angles de caméra. Historiquement, de nombreuses actualités filmées, des tremblements de terre aux révolutions, ont été mises en scène ou truquées pour influencer l'opinion. L'exemple de l'émission radio La Guerre des Mondes d'Orson Welles illustre la propension des masses à croire n'importe quelle fiction dès lors qu'elle émane d'une autorité reconnue, déclenchant une hystérie collective bien réelle à partir d'un mensonge. Enfin, l'hypnose et la propagande sont utilisées pour orienter les politiques publiques. Le film Reefer Madness, 1936, est analysé comme un outil de programmation sophistiqué. Sous couvert de prévention, il utilise des techniques de distraction visuelle et des rythmes de voix autoritaires pour ancrer des messages dans le subconscient. L'objectif réel était de créer un problème de toute pièce pour justifier une législation fédérale sur la marijuana, illustrant la stratégie d'Adolf Hitler, viser les émotions, limiter le message à quelques points et les répéter jusqu'à l'adhésion totale. Le contrôle mental sert ainsi à fabriquer le consentement et à diriger l'attention du public vers des réalités construites par l'élite. Et c'est ça ce que souvent je dis avec la mode homosexuelle, bisexuelle, la mise en valeur des LGBT, etc. Le problème, c'est pas le truc de fond. Chacun fait ce qu'il veut et on s'en fiche complètement. Mais ce que j'aimerais que les gens comprennent, c'est que quand ils sont malléables ou peu solides psychologiquement ou en termes de structure mentale ou morale, c'est ce même système qui souhaite, dans par exemple certaines publicités pour l'État ou certaines publicités de produits divers et variés, introduire le fait que ça soit cool, que ça soit à la mode d'être homosexuel, etc. À une époque, là ils sont un peu calmés, mais on va dire des années 2015 à 2023, 4. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on vous mettait de plus en plus de couples homosexuels en train de s'embrasser ou machin, même des choses qui n'avaient rien à voir avec le produit. Ils vendaient, je sais pas moi, une sauce tomate et on voyait deux femmes s'embrasser ou deux hommes, voilà. Vous prenez n'importe quel prétexte pour subliminalement Et quel est l'objectif de répandre l'homosexualité ou la bisexualité? Je le dis dans une de mes dernières vidéos, et je le redis, c'est de limiter la population mondiale, voire de l'arrêter complètement, la reproduction. Voilà, c'est un des outils de leur panoplie. Donc, est-ce que vous aimez être manipulé et faire partie de leur plan? C'est-à-dire que ce qui a l'air cool, ce qui a l'air nouveau, c'est un acte de rébellion d'être ou de s'afficher homosexuel ou bisexuel. En réalité, vous œuvrez pour leur agenda. Est-ce que ça vous plaît? Voilà, c'est ça la question. Je continue.
Donc des réalités construites par l'élite, hein. C'est ça dont il s'agit. Le concept du grand mensonge repose sur les mêmes piliers que le contrôle mental et l'hypnose, la distraction et la répétition. La distraction détourne l'attention des faits réels vers des informations erronées, tandis que la répétition les ancre dans le subconscient jusqu'à ce qu'elles deviennent des vérités acceptées sans réflexion. Alors, moi j'ai un exemple que j'ai vu récemment, c'était aux infos, au journal de 13h, là sur la 2, présenté par Léa Salamé, c'était hier, hein, le 16 juin. C'est vraiment présenté de manière très... Je sais pas, ça me dérange. Du genre... Donc c'est présenté comme de l'information, hein, mais en fait c'est l'infotainment ou de l'infotizing, je sais pas comment on dit. C'est-à-dire c'est de la publicité déguisée sous forme d'information. On en vient au grand format du 20h sur un succès qui ne se dément pas. Malgré la récente crise de l'hantavirus, eh bien, les croisières font le plein, et notamment les géants des mers. Ils sont toujours autant plébiscités, même si leur bilan carbone pose toujours question. Nous avons embarqué sur l'un d'eux. Enfin, on y est, frère. Enfin 6 mois qu'ils attendaient ce jour. Au début du sujet, il disait, bien que on dit que les croisières en bateau en aient pris un coup depuis l'hantavirus, certains types de croisières cartonnent. Alors ça, déjà, c'est des termes qui sortent de la neutralité, ça doit vous mettre la puce à l'oreille déjà. Et ensuite, pendant, je sais pas moi, 5, presque 10 minutes, enfin un sujet vraiment long, on nous montre des jeunes comme s'ils avaient les moyens. Je sais plus si c'était 3 000 € par personne ou à deux pour quelques jours. Alors on va s'éclater, ça va être trop bien. On nous montrait donc 2 jeunes qui se prenaient quelques jours de vacances en croisière là pour faire la fête à bord, profiter de la piscine, tout ça. Et en fait, c'était pas du tout de l'info, ça nous présentait uniquement... C'était une pub déguisée pour les croisiéristes, en fait. Et vous allez me dire, ah, mais il n'y a pas de marque qui est citée ou qui est montrée. Bah non, sinon ce serait plus du subliminal. Mais en fait, les croisiéristes, ils sont pas beaucoup, hein, et ils se mettent d'accord pour... Enfin, c'est peut-être... Les résultats sont peut-être catastrophiques, et donc ils payent ces journaux télévisés pour qu'on parle d'eux en bien. Voilà. Et juste après, en fait, ce sujet, il y avait un autre sujet sur... alors, c'était pas les croisières, c'était les bateaux de plaisance. Quel effet ça fait sur les villes très touristiques, quel effet ça produit. Donc, certains mettent en place des taxes, etc. Donc, ils filaient la métaphore, en fait, ils continuaient le sujet pour donner l'impression, en fait, au grand public que c'est l'information, que c'est des journalistes, et non pas des vulgaires vendeurs de pub. Hein, voilà. Je continue. L'auteur illustre donc ce mécanisme par la campagne de désinformation sur la marijuana menée par le Bureau fédéral des narcotiques dès les années 1930. Pour justifier une décision politique qui était déjà prise, le gouvernement a fabriqué des preuves, planté des articles dans la presse et utilisé des témoignages contradictoires pour créer une demande publique de législation, transformant ainsi la propagande en un outil d'action gouvernementale. Alors, là, vous allez me dire, c'était encore pour la bonne cause, entre guillemets. Le contrôle de l'information s'appuie sur le fonctionnement biologique du cerveau. Le système d'activation réticulaire filtre les données entrantes. Si une information est nouvelle, la confiance accordée à la source détermine si elle sera cataloguée comme vraie ou fausse. En monopolisant les sources d'information, les autorités peuvent réécrire l'histoire et manipuler la perception de la réalité. Jacobson dénonce l'influence de cette manipulation dans l'éducation américaine, où des manuels scolaires omettent de définir les États-Unis comme une république constitutionnelle, préférant promouvoir une vision de démocratie populaire et de gouvernement mondial alignée sur des intérêts socialistes globaux. L'éducation devient alors un prolongement de la propagande. Les manuels de psychologie minimisent ou nient l'efficacité du lavage de cerveau et des messages subliminaux, alors même que ces techniques sont documentées. D'ailleurs, je me souviens, petite parenthèse, lors des cours d'histoire, c'était au début des années 2000, hein, collège, lycée, je me souviens de certains profs, quand on étudiait la guerre de Corée, d'Indochine, Vietnam, voilà, donc je me souviens d'une prof qui nous avait dit... donc ils essayaient de contrôler mentalement les prisonniers, etc., mais ça n'a pas vraiment marché, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas du tout un programme qu'ils ont prolongé, même après 1973, sur des citoyens américains, sans leur consentement, hein, pas du tout, hein, voilà. L'auteur cite des experts affirmant que des individus comme Sirhan Sirhan ont pu être programmés hypnotiquement pour commettre des assassinats politiques. Alors, pareil,
pour le mec ou les deux mecs qui ont tiré sur Trump, parce que c'est pas parce qu'ils sont instrumentalisés qu'ils sont pas contrôlés mentalement. C'est-à-dire que même s'ils ont été commandités par le camp même enfin, ce que je dis, c'est pas une vérité, hein. Même si c'était le propre camp de Trump qui avait commandité, ils vont prendre un contrôle mental, de la même manière que si c'est le camp opposé qui le commandite. Vous voyez ce que je veux dire? Le déni officiel de l'existence du subliminal dans la publicité, malgré les recherches massives des agences et de l'industrie, sert à maintenir le public dans l'illusion qu'il garde le contrôle total de ses pensées et de ses décisions. Cette vulnérabilité est maximale chez les intellectuels qui se croient immunisés et ils absorbent d'énormes quantités d'informations de seconde main, donc peu fiables. La manipulation du langage, inspirée du Newspeak d'Orwell, permet de dissimuler la vérité derrière des termes techniques ou absurdes. Des actes criminels ou des violences de guerre sont requalifiés en mesures de sécurité nationale. Alors, un de ces premiers termes qui essayait de nous dissocier de la réalité, c'était au début des années 2000, guerre d'Irak-Afghanistan, quand on a commencé à nous parler aux informations, je ne sais pas si vous vous souvenez, de théâtre de guerre. Sauf que mon père disait, mais putain, la guerre, c'est pas un théâtre. La guerre, c'est des vrais morts. Théâtre de guerre, c'est presque pour rendre ça impersonnel, tu sais. Je continue. Ou des termes comme privation arbitraire de vie, pour neutraliser la réaction émotionnelle du public, au lieu de parler d'assassinat, quoi. Le doublethink, c'est-à-dire la double pensée, permet d'accepter des contradictions flagrantes sans malaise logique. L'auteur souligne que cette érosion du sens critique conduit à une abdication de la responsabilité individuelle. Exactement. Alors, dernièrement, il en parle de ça, criminologue franc-maçon. Oui, c'était Alain Bauer, dans une vidéo, une interview qu'il a donnée hier ou avant-hier. Il dit en fait qu'on est arrivé à une déresponsabilité ou déresponsabilisation totale, même de la part des dirigeants. Hein, Michel Onfray parle un peu de ça aussi, quand il l'a interviewé le soir. Là. Je sais plus si c'est CNews ou... Bref. Donc, ouvrant la voie à une tyrannie sur les esprits. Enfin, la concentration des médias entre les mains d'une élite restreinte, c'est la condition sine qua non d'une propagande efficace. Le monopole de l'industrie cinématographique et télévisuelle permet une orchestration mondiale des messages. L'imbrication étroite entre les hautes sphères de l'État, comme Henry Kissinger ou Gerald Ford, siégeant au conseil d'administration de grands studios, et les géants des médias garantit une uniformité de la pensée. Cette colonisation du subconscient s'étend au niveau international, où la culture américaine impose des désirs de consommation, créant des tensions sociales et politiques profondes. Pour Jacobson, la perte de liberté commence par l'acceptation passive d'une réalité fabriquée par ceux qui contrôlent les canaux de communication. Le cinéma et la photographie constituent des armes de persuasion massive, utilisées dès les guerres mondiales pour modeler l'intelligence des foules. Aux États-Unis, la standardisation psychologique a permis d'assimiler des populations diverses en créant de toutes pièces le concept de rêve américain. Cette uniformisation répond à une nécessité économique impérieuse. La production de masse exige une consommation de masse, laquelle impose que la majorité de la population partage une vision identique des nécessités de la vie. Sans cette homogénéité mentale, la publicité et les autres formes de propagande ne pourraient manipuler le public avec une certitude scientifique. Les médias visuels influencent directement les comportements sociaux, comme l'illustrent les vagues de violence ou les actes criminels mimétiques suivant la diffusion de certains films ou programmes télévisés. Ça avait lieu, en petite parenthèse, jusqu'à des films comme Scream en 1996, je me souviens... Il y avait eu des assassinats ou tentatives d'assassinat juste après le film, que ce soit aux États-Unis, même en France. La télévision utilise désormais des méthodes issues de la psychothérapie, telles que la désensibilisation systématique ou la thérapie implosive, pour influencer les attitudes. En exposant progressivement ou brutalement le public à des images de violence ou de dévastation nucléaire, les médias saturent la capacité de réaction émotionnelle. Ce processus vise à brûler l'objet de la peur pour plonger les individus dans une apathie profonde et un sentiment d'impuissance totale face aux enjeux mondiaux. Donc c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire avec nous, avec vous, depuis quelques années là. Ils vous saturent de choses plus négatives les unes que les autres pour que vous vous sentiez impuissant. Donc parfois, d'ailleurs, même sur des chaînes comme la nôtre, je vois des gens dire « Non mais ouais, mais ça sert à rien de toute façon, voilà. » On peut rien faire, on peut rien y faire. Ah si, on peut y faire. Mais ils vous font croire, ils vous saturent.
pour que vous pensiez comme ça. Donc nous, l'idée, c'est que nous les saturions d'analyse de leur bullshit, et on va saturer les gens qu'on connaît de réinformation. Voilà. Et ça, ils détestent. Les Hills, ils détestent ça. Ils aimeraient vous faire croire que rien ne sert à rien finalement, que tout est à relativiser, tu sais. En quoi tu dois te sentir responsable de quelque chose qui arrive à l'autre bout du monde. Tu sais, on n'y peut rien. Ça a toujours été comme ça. Blablabla, blablabla. Je continue. La communication non verbale renforce ce contrôle. Les politiciens et les présentateurs de journaux adoptent des postures, des gestes et des schémas vocaux codifiés pour projeter une autorité factice. Il n'y a pas que ça aussi. Vous avez remarqué comme vous regardez quelqu'un comme Julien Bugier. C'est pas le seul, mais c'est vraiment caricatural. De manière aléatoire, le mec, parfois, il annonce qu'il y a eu 80 morts dans une explosion, machin. Il a presque un sourire béat. Alors que des fois, je me souviens, j'avais éclaté de rire. Juste après, il avait présenté un sujet sur les fraises de Plougastel et il avait l'air sinistre. Et en fait, t'avais juste envie d'intervertir son air sinistre qu'il aurait dû avoir avec les gens morts et l'air béat idiot pour les fraises de Plougastel. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'était l'inverse. Et le fait même de passer d'un sujet où on nous dit que tel club de foot a gagné 2-0 contre tel club de foot, dont on n'a rien à foutre, et avec le même niveau d'importance passer à Gaza ou n'importe quoi, ça fait relativiser les faits aux gens. Je continue. Ce news speak vocal associé à des rires enregistrés, alors ça c'est vachement aux États-Unis, ou à des tonalités spécifiques, éduque l'audience à réagir de manière réflexe. L'ensemble de la population devient ainsi hautement suggestible, capable de répondre avec précision à des stimuli visuels et auditifs programmés par des experts en comportement. Ce passage-là est très très important parce que malgré certains pseudo-complotistes qui disent « Mais qui regarde la télé aujourd'hui, de toute façon ?» Ben si, trop de gens, je dis toujours, trop de gens qui votent, malheureusement. Même vous prenez, je sais pas, la plupart des provinciaux de plus de 55 ans et tout, ils sont devant la téloche, mais H24, dès qu'ils rentrent ils travaillent plus, mais voilà. Et ces gens-là, ils votent. Même si ça fait 20 millions de personnes en France, c'est énorme. Des gens qui regardent la téloche comme ça. Qui sont là à regarder BFM ou CNews ou je sais pas quoi en continu. Donc ce passage-là est très très important. L'ensemble de la population devient ainsi hautement suggestible. Derrière cette mise en scène médiatique, le pouvoir réel appartient à des dynasties bancaires internationales qui forment des alliances financières pour dominer l'économie mondiale. Le gouvernement n'est historiquement que le serviteur de la richesse privée. Cette dynamique est illustrée par la parabole du réservoir d'eau. Une élite accapare les ressources vitales, organise le marché pour extraire le profit du travail des masses et utilise des experts, ou des faux experts, ou des autorités morales pour justifier les crises économiques. Lorsque le mécontentement gronde, ces dirigeants emploient la charité ou la force pour maintenir l'ordre, tout en attendant que le cycle de consommation reprenne. La population est ainsi maintenue dans une dépendance artificielle par ceux qui contrôlent les flux financiers. Cette domination globale est orchestrée par une élite invisible regroupée au sein d'organisations comme le Council on Foreign Relations, le CFR, ou le groupe Bilderberg. Ces structures constituent le lien organique entre les multinationales, les grandes fondations et l'appareil d'État fédéral, formant un gouvernement invisible qui transcende les clivages partisans. Que l'administration soit démocrate ou républicaine, de droite, de gauche, les membres de ces cercles occupent systématiquement les postes clés au département d'État, à la CIA et à la direction des grands médias. Leur objectif final est l'établissement d'un gouvernement mondial unique. Est-ce que c'était ça d'ailleurs, petite parenthèse, que voulait nous dire le film Network, qui veut dire réseau, qui datait de 1976. Jacobson souligne que même les mouvements révolutionnaires radicaux, comme le bolchevisme, ont été financés par les grandes puissances financières occidentales. L'argent dirige ainsi toutes les directions politiques, utilisant les idéologies comme de simples instruments pour maintenir sa suprématie et planifier l'avenir de l'humanité derrière des portes closes. L'illusion de la liberté politique masque une réalité où chaque aspect de la vie sociale est codé et manipulé pour servir les intérêts d'une oligarchie financière dont le pouvoir repose sur le secret et le contrôle total des moyens de communication. Voilà.
J'espère que ça vous aura intéressé. Peut-être à bientôt pour une deuxième partie de la lecture. Sinon, vous pouvez retrouver le résumé en PDF sur Patreon.